Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Vous êtes sur Télé Sud, c'est La Culture est dans la rue. La Culture est dans la rue ce soir au musée du Quai Branly à l'occasion de l'exposition Les Maîtres de la Sculpture de Côte d'Ivoire. La sculpture africaine tient une place de choix dans l'histoire de l'art africain. C'est Malraux lui-même qui l'a dit, que c'était le plus grand des arts africains. Cette exposition lui donne raison par son ampleur avec quelques 330 pièces et chefs-d'œuvre présentés ici au musée du Quai Branly, mais également par sa qualité avec les sculpteurs les plus talentueux présentés dans cette très belle exposition que nous avons choisi de vous faire visiter grâce aux images de Valerio Truffa. Par le passé, les ethnologues ont plutôt mis en avant la fonction religieuse et rituelle de ces sculptures en négligeant trop souvent leur portée esthétique. Du coup, la plupart de ces artistes sont restés dans l'anonymat. Cette exposition vise à révéler les individualités de cet anonymat collectif. C'est pour cela qu'il faut absolument venir voir les belles signatures de cette exposition au musée du Quai Branly. On est dans cette exposition, les maîtres de la sculpture de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que cette exposition permet de révéler sur ces artistes présentés ici? Alors, en fait, l'exposition des maîtres sculpteurs de Côte d'Ivoire permet de présenter l'art de la Côte d'Ivoire, donc une partie du continent africain quand même, mais exactement comme s'il s'agissait de peinture ou de sculpture européenne, c'est-à-dire qu'on s'attache aux artistes et non plus à la fonction des objets. Donc c'est vraiment une approche d'historien de l'art, plus que d'anthropologue ou d'historien. Il y a vraiment cet attachement sur la forme de l'objet, le style, et bien sûr les artistes, les producteurs de ces œuvres. L'exposition est une plongée dans l'univers de ces artistes du 19e et du début du 20e siècle. Des pièces exceptionnelles sont présentées. Voyage à la découverte des ateliers de ces artistes, de leur style. On connaît leur identité, leur signature. D'autres pays présentent les mêmes caractéristiques que la Côte d'Ivoire. On a choisi la Côte d'Ivoire pour les raisons expliquées, parce qu'on a travaillé beaucoup sur ces régions, mais on pourrait faire la même exposition avec les maîtres sculpteurs pour le Nigeria, par exemple, pour le Congo ou le Gabon, où il y a beaucoup de mains individuelles qu'on connaît et qu'on pourrait vraiment montrer. C'est pour l'histoire d'art, c'est un nouveau mouvement de mettre en valeur l'artiste et pas l'ethnie comme telle. Parler de l'identité de ces artistes, de leur démarche esthétique, change le regard porté sur eux, sur leur travail et la fonction de ces œuvres qui n'étaient pas que religieuses. Ainsi, l'artiste Sra, 1880-1955, le sculpteur le plus réputé de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il a créé des objets de prestige pour des chefs coutumiers d'An. Le nom Sra signifie d'ailleurs Dieu créateur, une distinction qui lui a été attribuée du fait de son inventivité. Vous vous attachez notamment à un certain nombre d'artistes. Il y a un artiste qui s'appelle Sra, est-ce que j'ai bien dit? Oui, c'est ça. Qui est connu, reconnu, et qui est même célébré. Donc ça, c'est nouveau de présenter des artistes, des sculpteurs africains comme ça. Alors, c'est pas nouveau de parler du nom des artistes. Le problème, c'est que pour de très nombreuses œuvres d'art africain, on n'a pas le nom des artistes parce qu'on les a oubliés, même s'ils ont été connus à l'époque. Parce que parfois il n'a pas été nécessaire de les conserver pour des objets qui ont une fonction qui est plus importante que l'artiste lui-même. Mais par exemple pour Sra, il a vécu au XXe siècle, on l'appelait Sra Ouzlan, selon les chercheurs, selon les villages où il a travaillé. On a gardé la mémoire de cet artiste, il a même pu être interrogé par des chercheurs.
Et donc ça fait partie des noms les plus connus de l'art africain. Quand on parle des artistes africains, je parle pour tout le continent, on parle aussi de Sra, bien sûr, de Zlan, d'autres noms qu'on connaît. La seule chose, c'est que il est connu des Français parce que ses œuvres sont présentées au musée du Quai Branly sous l'étiquette, sous son nom. Alors que des œuvres qui sont similaires, on ne connaît pas l'artiste, elles sont présentées sous le nom de la population qu'il a créée. Et comment ces œuvres sont signées? Est-ce qu'on peut voir la signature? Alors il n'y a pas de signature, il n'y a pas de signe distinctif de la part de l'artiste. Voilà, c'est la grande différence avec l'œuvre européen, occidental. Il n'y a pas de signature de l'artiste, mais par contre, quand on regarde de très près certaines œuvres, et c'est le cas pour des œuvres baoulées, on retrouve un petit défaut qui a fait sur la lame qui a sculpté le bois, et donc on sait que c'est exactement la même main. Donc c'est une signature involontaire d'une certaine façon, mais on sait que c'est le même artiste qui a travaillé ces objets-là, parce que le petit défaut qu'on voit sur la lame a laissé des traces dans le bois au moment de la sculpture. Le talent est là, visible, évident, dans ses visages si délicatement sculptés, dans ses yeux profonds, dans ses formes originales, et l'expression de ses regards à la fois mystérieux et magnétiques. Il n'y a aucun doute, c'est de l'art. Cette exposition réaffirme l'universalité de la créativité. Elle nous permet de balayer les hiérarchisations abusives. On a réalisé depuis que Picasso et les Fauves, les avant-gardistes ont redécouvert l'art africain, de les situer dans une sorte de coin séparé. Mais on n'a jamais attribué beaucoup aux artistes individuels. Et on a voulu vraiment présenter que c'était une fausse approche de l'art africain. Les artistes étaient des vrais artistes, ce n'étaient pas des artisans qui étaient liés au culte, mais c'était des gens avec beaucoup d'inspiration, avec beaucoup d'innovation et qui avaient une terminologie esthétique pure, qui avait des idéaux de beauté, comme l'avaient les collègues en Occident. Et l'importance de cette exposition dans ce cas-là, c'est de dire qu'il n'y avait pas que la fonction religieuse, il y a aussi l'esthétique et qu'il faut mettre l'accent sur cela. Absolument. Donc, dans de très nombreux musées, et c'est même pour ça que certaines pièces ont été présentées pendant très longtemps dans des muséums d'histoire naturelle ou des musées de préhistoire. En fait, dans de très nombreux musées, la présentation se fait d'abord sur la fonction de l'objet. Donc, on pense forcément que l'objet a d'abord une fonction rituelle, lié à des cérémonies, ce qui n'est pas faux, mais c'est aussi des objets que l'on commande à des artistes connus, reconnus. On ne va pas demander à n'importe qui, il y a des spécialistes qui savent travailler et qui vont avoir des commandes de la part de certaines personnes pour exécuter ces œuvres, donc exactement le même système que pour le marché de l'art en Europe. Pourquoi est-il important de présenter ces artistes-là de cette manière-là ? Alors justement parce que pendant très longtemps on a oublié le nom des artistes, on ne s'y est pas du tout intéressé, c'est vraiment une recherche du XXe siècle. L'art africain est reconnu depuis une centaine d'années en tant qu'art, et donc l'histoire de l'art africain est très jeune. Donc en fait on est au début de certaines recherches, et là juste pour la Côte d'Ivoire, en fait, les recherches qui sont menées depuis les années 1930, pour les plus anciennes d'entre elles, ont permis quand même de trouver un certain nombre de noms d'artistes, de savoir où est-ce qu'ils avaient travaillé, quels étaient leurs commanditaires, retrouver certaines photos quand ils ont pu être photographiés à l'époque au travail. Et donc, c'était important de le présenter de cette façon, en fait, de la même façon qu'on présenterait une exposition sur les peintures italiennes ou sur la sculpture du 19e siècle en Europe. Où on peut parler de ces artistes qui existent, qui ont été célébrés, le Nigeria, ou des choses comme sur les Dogons que vous avez présenté ici en 2011. Absolument. Donc un certain nombre d'expositions ont rassemblé des œuvres avec des œuvres d'artistes connus. Donc c'était le cas pour l'exposition qu'on avait fait sur Abomey, avec un certain nombre de mains, d'ateliers, de noms qui avaient été identifiés.
n'a pas encore présenté au musée du Quai Branly, mais il y a un très célèbre exemple d'artiste de l'Afrique centrale qu'on appelle le maître de Bouli, qui est un des artistes les plus connus d'Afrique centrale, qui a travaillé dans les années 1840. Donc bien sûr, l'information est très éloignée dans le temps. Il y a un mot d'ordre, mettre en avant le talent de ces artistes, leur vision et leur sensibilité. Pour autant, on parle aussi des ethnies et des peuples. L'exposition est organisée autour de 6 régions artistiques, les Gourous et les Baroulés au centre, les Dans à l'ouest ou encore les Sénoufos au nord, les Lobis et les peuples lagunaires. Tout cela révèle la diversité de la création et des styles artistiques. Mais je dois avouer qu'on a choisi des ethnies pour cette exposition pour montrer justement cette variation. Mais on a choisi par exemple aussi les Lobis qui sont surtout au Burkina et qui ne sont seulement une petite partie de Côte d'Ivoire. C'est un peu exagéré de parler de la Côte d'Ivoire uniquement. Mais avec ces 60 ethnies et langues différentes, elles représentent quand même un énorme choix de régions différentes au centre de l'Afrique. Beaucoup plus variées que ses voisins au Ghana, par exemple. Comme le maître de la coiffure en cascade ou la maternité rouge chez les Dogons, c'est des choses qu'on a vues ici. Exactement, la maternité rouge, le maître des yeux obliques chez les Dogons, le maître des coiffures en cascade aussi pour l'Afrique centrale, alors avec des noms qui remplacent le nom de l'artiste d'une certaine façon, parce qu'on n'a pas le nom de l'artiste, mais on a retrouvé l'espèce de caractéristiques qu'on retrouve sur toutes ces œuvres. Donc le maître de la maternité rouge parce que toutes ces œuvres sont recouvertes d'un enduit rouge, le maître des yeux obliques parce que les yeux sont taillés en oblique sur le visage. Et puis ici, de la même façon, on a le maître des couronnes, le maître des ombrelles, le maître des yeux ronds, des beaux seins. Des beaux seins aussi, voilà, du nez triangulaire. Donc, un certain nombre de caractéristiques qui se substituent au nom de l'artiste qu'on ne connaît pas, en tout cas pas encore. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire 2 mots sur ce qu'on voit juste à côté de nous, sur cette école, sur ces sculptures qui sont là, que moi je trouve elles sont assez caractéristiques de cette exposition, très présente, très volumineuse aussi. Donc, c'est quelle école ça? Oui, on est chez les Lobis, donc, qui sont présents en Côte d'Ivoire, hein, mais moins présents en Côte d'Ivoire qu'au Burkina Faso. On est quand même chez les Lobis de Côte d'Ivoire avec des pièces donc, qui viennent du nord-est du pays, avec des pièces qui sont de grande dimension. C'est parmi les plus grandes pièces qu'on trouve dans cette exposition, effectivement. Et ce qui est important ici, c'est qu'on voit aussi donc, les caractéristiques de l'artiste, ici, d'un style qu'on appelle de Gboko, qui est caractéristique avec ses yeux fermés, le visage serein, le ventre très rebondi, les épaules très carrées, presque pointues hein, parfois, de même les pectoraux presque pointus. Et on a en fait des sculptures qui sont lisses, qui représenteraient donc des statues d'ancêtres, et par contre des sculptures qui sont marquées par le fait qu'elles ont eu effectivement un usage, et donc on a versé dessus des libations, c'est-à-dire un mélange d'eau, de céréales, parfois de sang animal, pour en fait activer la force qui était à l'intérieur. Faire des sacrifices, des choses comme ça. Oui, exactement. Donc elles étaient, rassemblées sur des autels, alors que les statues d'ancêtres étaient à part dans la maison. Il y avait aussi des ateliers, qui avaient des élèves, qui avaient des disciples. Voilà, alors en fait, les 6 populations qui sont présentées dans cette exposition sont très différentes, parce qu'à chaque fois, bien sûr, ce n'est jamais le même cas de figure. Mais effectivement, quand on parle de maître sculpteur de la Côte d'Ivoire, il faut penser qu'on va au-delà des frontières politiques actuelles du pays, bien sûr, parce qu'à l'époque, on a des pièces qui sont présentées d'artistes qui ont travaillé au 19e siècle. Il n'y avait pas ces frontières, donc on va avoir des populations qui vont se retrouver à la fois sur la Côte d'Ivoire et le Libéria, sur la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, sur la Côte d'Ivoire et le Mali, etc. Et puis, au sein de cette idée de maître, il y a vraiment cette idée de professionnel qui va enseigner, bien sûr, à ses disciples. Alors, par exemple, chez les Dans, ça se passe quasiment en famille, avec des neveux, avec des cousins, avec une filiation familiale. Par contre, parfois, ça peut être des ateliers qui sont rassemblés en fonction du talent précoce qui est décelé chez certains sculpteurs, jeunes sculpteurs.
Voici les masques colorés, souriants et festifs de Boti, le plus connu des sculpteurs gourous de la deuxième moitié du XXe siècle. Ce virtuose, né dans les années 20, taillait sans dessin préparatoire des blocs de bois pour réaliser ces masques spectaculaires comprenant plusieurs éléments. C'est la transition pour passer à la partie contemporaine de l'exposition. Là, on est dans une autre salle réservée donc aux artistes contemporains. Est-ce que c'est rare, juste avec ce type d'exposition, de présenter également des artistes contemporains ici, au musée du Quai Branly? Alors, au musée du Quai Branly, en général, pour certaines expositions en tout cas, ont été associés des artistes contemporains à des sujets qui traitaient d'art plus ancien. Ici, c'est vraiment tout à fait présent, l'art contemporain pour la Côte d'Ivoire, parce que je pense que les commissaires voulaient montrer que en fait, les artistes africains n'ont pas disparu. Ils ont intégré le marché de l'art contemporain comme les autres acteurs de l'art contemporain à travers le monde. Il y a eu quand même des artistes contemporains africains qui ont été présentés au musée du Quai Branly. Je pense à Romuald Azoumé ou à Yonka Shonibare, mais qui ont bénéficié de présentations un peu à part, assez exceptionnelles. Pas forcément dans la continuité de cet art, alors je mets des guillemets, traditionnel, bien sûr, enfin de l'art plus ancien, pour tisser des liens. Ici, ce qui est important, c'est que les œuvres qui ont été choisies montrent quand même le lien avec le passé, même si bien sûr les œuvres sont complètement différentes. Les œuvres qui sont présentées dans cette salle pourraient très bien être présentées au Centre Georges Pompidou, au Musée d'art contemporain de la ville de Paris, d'art moderne. Ici, on a des pièces qui sont qui ont un rapport avec la modernité. Donc ça semblait indispensable de terminer bien sûr sur une ouverture sur le contemporain, et bien que certains de ces artistes aient disparu, en fait, ils sont de plein pied dans l'art contemporain mondial. Donc, ils pourraient être présentés n'importe où à travers le monde. Avec Ancêtre, James Kokobi s'inspire des grands maîtres du passé. Il présente également Diaspora, une forêt humaine tangible et plus vivante que jamais, des hommes debout, tête haute, regardant par-dessus les épaules de l'histoire. Là, on est devant les œuvres de James Kokobi. Qui est-il? Alors, c'est un artiste ivoirien, mais qui travaille aussi, qui a travaillé en Allemagne, qui est la carrière d'un artiste international aujourd'hui. Et ses œuvres sont à la fois proches de ce qui est présenté dans le reste de l'exposition, parce que c'est toujours de la sculpture sur bois, mais en revanche très différentes dans ce qu'elles expriment, parce que ça fait référence à l'histoire, à l'esclavage, aux ancêtres, ce qui n'est pas toujours le cas des autres pièces qui sont présentées dans le reste de l'exposition. L'Afrique fait partie du continent, du monde. Alors, si on peut justement parler de cette partie du monde, en parlant de l'Afrique, je veux dire qu'il fait partie, et voilà pourquoi les rencontres sont souvent internationales. Que ce soit les artistes du Japon, c'est un grand brassage, et puis les choses s'expriment de façon naturelle, sans aucune définition d'origine. Seulement, nous sommes nés quelque part, et donc nous sommes africains. Donc là, on a vraiment quelque chose de différent, quelque chose qui s'ouvre sur le monde et qui fait que James Robert Kokobi est considéré comme un artiste contemporain parce qu'il a ce recul actuel sur l'histoire, sa propre histoire, l'histoire du continent, l'histoire des populations qui l'ont habité, et qui est aussi une préoccupation qu'on retrouve dans un très grand nombre de productions artistiques contemporaines à travers le monde. Kokobi, dont la famille vient du pays baoulé, a déjà exposé à la Biennale de Dakar et à celle de Venise en 2013. Depuis 2008, l'artiste vit à Essen, en Allemagne, où il travaille le chêne au couteau et avec le feu. C'est un grand plaisir pour moi et un honneur de me retrouver avec ces anciens qui ont existé dans la sculpture avant ma naissance. Et ce n'était pas évident que pour quelqu'un qui n'était pas parti pour faire la sculpture se trouve aujourd'hui entre les grands maîtres d'Afrique et particulièrement de la Côte d'Ivoire. C'est un grand honneur aujourd'hui d'être au Quai Branly à côté de ces anciens.
Kokobi tient un discours lucide sur son œuvre. Il fait partie de cette nouvelle génération d'artistes africains qui voyagent et racontent le monde à travers leurs œuvres et mettent en valeur l'histoire du continent africain. Diaspora est né de l'idée que moi, je suis arrivé ici dans les années 90 en Allemagne, où j'ai commencé mes études. Et je me suis rendu compte que l'Afrique où j'étais n'est pas seulement cette Afrique qui est restée en Afrique, mais aussi l'Afrique se trouve aussi ailleurs. Ces grandes personnalités que j'ai rencontrées tout le temps de mon séjour, alors ça m'a fait penser à cette idée de représenter ces grands hommes. Et symboliquement, je prends ces grands morceaux de bois et j'essaie de donner un visage et j'ai appelé ça diaspora. Et diaspora est installé en rond parce que nous, on traite toujours nos histoires dans un cercle. Pour moi, le cercle, c'est un environnement assez important pour mieux discuter, pour mieux se parler. Alors le cercle, et le cercle, c'est toujours fermé. Alors, j'ai vu que, étant en Europe, ces grandes personnalités qui sont parties de l'Afrique, ils se sont toujours rencontrés et ils ont toujours discuté pour le devenir, pour la continuité. Alors pour moi, c'est un hommage que je rends à ces grands messieurs qui ont quitté l'Afrique, pas parce que l'Afrique était en destruction, non, ils sont venus pour avoir d'autres idées pour aller reconstruire cette Afrique. Voilà. Et pourquoi pas le monde entier. Voilà, c'est ça la diaspora. Voilà. Et de l'autre côté, là-bas, on voit ces figures, parce que je suis né dans une société de masques, et puisque je n'avais pas les aptitudes et la permission de sculpter les masques, et on fait une école d'art, je me suis dit, je me sers du souvenir des masques dont je n'avais pas l'habitude de sculpter pour créer moi-même un masque alors qu'on ne peut pas porter. Et je les appelle tout simplement mes ancêtres. Voilà, et c'est ce qu'on voit là dans le fond du mur. Voilà, voilà l'idée. C'est l'image des gens petits, grands, dans leur socialisation. C'est toute une image générale. Vraiment, ce n'est pas un portrait, c'est seulement une représentation de l'image de tout cet ensemble de la diaspora. Voilà. Parce que la diaspora, ce n'est pas seulement africaine, hein, la diaspora, c'est un contexte très vaste. Alors je parle de tous ceux qui ont quitté leur... moi, je parle de l'Afrique parce que je viens de l'Afrique, mais il y a aussi la diaspora qui viennent d'ailleurs, et ils sont tous venus, ils ont quitté leurs différentes contrées, et ils sont retrouvés quelque part. C'est la diaspora générale, je parle de tous ces gens-là. C'est aussi pour montrer que tous les artistes de Côte d'Ivoire n'ont pas disparu, on ne parle pas que de l'art ancien, et qu'il faut faire connaître les artistes à travers le monde. Et c'est aussi pour ça qu'on propose les fameuses web visites pour cette exposition. Donc ça consiste à faire visiter avec une caméra web l'exposition, hein, ici à Paris. Et en fait, l'image est diffusée à certains points de rassemblement sur des sites en Côte d'Ivoire, puisque c'est quand même aussi le patrimoine de la Côte d'Ivoire, ce qui est très présent puisque le musée des civilisations de Côte d'Ivoire a prêté de très nombreuses pièces assez exceptionnelles pour cette exposition ici à Paris. Sur le versant contemporain, on retrouve des artistes comme Émile Geiby et Nicolas Damas, morts respectivement en 2008 et 2011, avec cette scène d'adultère dont les personnages réalistes sont du plus bel effet. Ces femmes dégagent une douce sensualité, une féminité troublante. L'exposition présente 330 œuvres de manière exhaustive. Elle met en valeur le talent des grands artistes et sculpteurs de la Côte d'Ivoire en nous invitant à découvrir aussi les écoles, les disciples formés dans ces ateliers. C'est donc une plongée dans le génie africain que vous propose le musée du Quai Branly.
la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à Valérie Truffat pour la réalisation de cette émission. Cette exposition, Les Maîtres de la Sculpture de Côte d'Ivoire, c'est jusqu'au 26 juillet au musée du Quai Branly. Bonsoir à tous, à bientôt.